Je me présente, je suis Muriel Merci-Dieu, infirmière d'éducation thérapeutique sur le programme diabète adulte. Bonjour, je suis Nathalie Sanson, infirmière tabacologue chargée de mission en prévention. En France, on compte 23% de fumeurs quotidiens. Parmi la population diabétique, cela représente 13,4% des personnes atteintes de diabète de type 2 et 25,3% de patients atteints de diabète de type 1. Le tabagisme actif et passif a un effet diabétogène et constitue un risque de développer un diabète de type 2. Ce risque augmente en fonction du nombre de cigarettes fumées. La fumée du tabac est un aérosol composé de particules toxiques, plus de 4000 produits, et d'un gaz appelé monoxyde de carbone. Les métaux lourds et la nicotine contenus dans cette fumée entraînent un stress oxydatif, agissent sur le système nerveux et hormonal, ce qui favorise l'apparition de graisse abdominale. Le tabagisme vient perturber le métabolisme des glucides, principalement en augmentant la résistance à l'insuline et en réduisant la production d'insuline par le pancréas, particulièrement chez l'homme. Enfin, chez le diabétique de type 1, la nicotine va entraîner une vasoconstriction des tissus sous-cutanés, ce qui va entraîner une réduction de l'absorption de l'insuline. Chez les patients diabétiques, le tabagisme est la première cause de mortalité. Il augmente le risque de complications du diabète. Les complications macro-angiopathiques, IDM, AVC et AOMI, et les complications micro-angiopathiques, les néphropathies, les rétinopathies et les neuropathies. De plus, le tabagisme est associé à un mauvais contrôle glycémique. Une méta-analyse de 2024 révèle que chez les fumeurs atteints de diabète, l'hémoglobine glyquée est plus élevée, avec une augmentation dose dépendante chez les diabétiques de type 2. Chez les diabétiques de type 1, le risque d'hypoglycémie sévère est multiplié par 2,6, avec une variabilité glycémique accrue. D'autres facteurs liés au tabagisme, comme une mauvaise alimentation, un niveau d'éducation faible ou un statut économique défavorisé, vont contribuer à ce déséquilibre. Concernant le diabète gestationnel, les complications liées au tabagisme pendant la grossesse sont les mêmes chez les femmes enceintes avec ou sans diabète gestationnel. Par contre, l'exposition prénatale au tabac est associée à un risque de développer un DT2. Alors, ne rien dire, c'est passer à côté d'un levier majeur de prévention. L'arrêt du tabac, on le sait, améliore les glycémies et ralentit la progression des complications. C'est un vrai bénéfice pour les patients. Aujourd'hui, nous ne sommes plus seuls, grâce à l'intervention brève et aux outils mis à notre disposition. Chacun d'entre nous peut agir à n'importe quel moment et facilement, que ce soit à l'hôpital, en cabinet ou même à domicile. En parler, c'est créer une dynamique collective, ouvrir une porte. Et des fois, c'est tout ce qu'il faut pour pouvoir faire la différence. Au regard de la prévalence du tabagisme dans la population diabétique, il est important d'aborder ce sujet dans nos pratiques quotidiennes. On sait qu'un simple conseil augmente de 70% la probabilité d'une tentative d'arrêt. Une question ouverte, posée sans jugement, peut suffire à déclencher une réflexion. Est-ce que vous fumez ? Il est essentiel de demander au patient ce qu'il pense de sa consommation et de l'informer des conséquences de son tabagisme sur sa pathologie diabétique. Cet entretien peut être proposé à tout moment, par tous. Il n'est jamais trop tard pour le proposer. Enfin, rappelons qu'un accompagnement par un professionnel augmente de 80% les chances de réussite d'un sevrage par rapport à un arrêt seul. Il est incontournable de proposer un traitement de substitution à la nicotine pour limiter les symptômes de sevrage à la réduction et à l'arrêt du tabac. Il existe des formations pour cela. L'arrêt du tabac doit s'intégrer pleinement dans le plan personnalisé de soins, au même titre que les autres traitements, pour prévenir une dégradation de la qualité de vie. Valoriser chaque petit progrès compte et motive énormément. Enfin, il est essentiel d'orienter les patients vers une consultation de tabacologie ou vers le dispositif Tabac Info Service au 39 89
Ce sont des relais précieux pour un accompagnement dans la durée. Un professionnel, déjà, peut proposer au patient d'évaluer sa dépendance à la nicotine via un questionnaire simple, facile d'utilisation, le Fagerström. Ensuite, il peut prescrire un traitement de substitution à la nicotine adapté au niveau de dépendance. Ce traitement se présente sous différentes formes. Une forme à action lente, transdermique, les patchs, et une forme à action dite plus rapide, orale, qui sont les gommes, les pastilles à sucer, les comprimés à sucer, les comprimés sublinguaux, les sprays buccaux. L'association d'une forme lente, transdermique et d'une forme orale augmente les chances de réussite du sevrage. Ce qui est essentiel, c'est d'impliquer le patient dans le choix de son traitement en fonction de ses préférences, goût, au niveau des substituts oraux, au niveau de sa capacité à prendre les formes galéniques, de son autonomie et de son âge. Et enfin, faites-lui expérimenter au cours de la consultation. Plusieurs outils sont accessibles sur le site du RESPAD pour vous aider et des formations existent pour vous aider à la prescription. Même 1 minute suffit. Poser la question, c'est déjà soigner. Chaque petite action compte. Une graine plantée aujourd'hui peut devenir une vie plus saine demain.